Shalom Vracha, dans les réponses que les rabbinim donnent aux questions qui leur sont posées, j'ai remarqué deux choses. La première est que la manière dont bon nombre de ces réponses sont formulées contribue à créer chez les juifs pratiquants une sorte de névrose. On devient anxieux sur tout et on a peur de tout, car les rabbinim ont tendance à rendre presque tout interdit. Au final, cela crée une forme de névrose à cause de laquelle on se met à penser à tous les moindres petits détails, puisque tout est potentiellement interdit. Les rabbinim d'aujourd'hui mettent très peu de nuances dans leurs réponses, ce qui nous amène à mon deuxième point. Dans les temps passés, il existait une coutume locale partout, et il était rare que différentes coutumes coexistent dans la même localité. De ce fait, on ne soumettait pas ces questions à n'importe quel rave. Il s'agissait tout simplement du rave local ou d'un rave dont l'autorité était reconnue sur une majorité du peuple juif, comme par exemple les dirigeants des yeshivot de Babylone à l'époque des Géonim, qui répondaient à des questions halakhiques venues du monde entier, puisque les dirigeants de ces deux yeshivot, de Soura et de Pumbedisa, étaient reconnus comme les chefs des juifs de la diaspora, ou d'un rave qui avait autorité sur des communautés réparties sur plusieurs localités, dont celle du questionneur. En d'autres mots, il y avait quasiment systématiquement une pratique commune entre le questionneur et le rave auquel la question était soumise. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation et les moyens de communication ultra développés, des gens soumettent des questions halakhiques à n'importe quel rabbin et les rabbins répondent aux questions de n'importe qui, même lorsqu'ils ne partagent pas une idéologie et ou pratique commune. Les vidéos réponses des rabbinim d'aujourd'hui sont visionnées par n'importe qui. C'est un problème, car la plupart du temps, les rabbinim qui répondent vont le faire suivant leur perspective, donnant l'impression que la réponse donnée est la seule option. Dans les temps passés, cela pouvait se faire, car le rave qui répondait était souvent de la même localité ou du même rite que le questionneur, ou était une autorité religieuse acceptée de la majorité des juifs. Mais à notre époque, étant donné qu'il n'y a pas forcément de lien entre le questionneur et le rabbin qui répond, ce dernier doit prendre en compte que la personne à laquelle il répond n'est pas forcément de la même école de pensée que lui, qu'ils ne sont pas de la même localité, et donc que la réponse qu'il va lui donner ne correspond pas forcément à ce qui se fait dans la localité ou communauté à laquelle appartient le questionneur. Par conséquent, quand les rabbinim d'aujourd'hui répondent aux questions qui leur sont soumises par des gens qu'ils ne connaissent pas personnellement et dont ils ne savent pas à quelle communauté ils sont affiliés et le rite qu'ils suivent, ils doivent fournir des réponses qui incluent les différentes options existantes et ne pas prétendre que leurs réponses reflètent l'unique façon d'analyser le problème. Les rabbinim doivent également prendre en compte qu'ils sont regardés partout et que ce qu'ils disent tombera même dans les oreilles de ceux qui n'étaient pas forcément concernés par leur réponse et qui pourraient se sentir offusqués par la réponse catégorique qu'ils entendent. Cela peut même créer de la confusion parce qu'une personne entendant le rave présenter sa réponse comme si c'était la seule façon d'agir pourrait nourrir un doute puisque la personne s'est fait enseigner autre chose par un autre rave. Donc, au final, elle se demande si c'est le premier ou le deuxième qui dit vrai. Connaissant la diversité des communautés et coutumes, un rave n'est censé présenter une réponse à sens unique, catégorique et définitive qu'aux questions des gens sur lesquels il a autorité, qui sont de sa localité et avec lesquels il partage un rite commun. Autrement, il doit présenter les différentes options qui existent et laisser le questionneur piocher dans ces options ou se renseigner davantage, mais cette fois-ci dans sa localité pour savoir quoi faire. Eh bien, je vais illustrer tout cela avec la question suivante. Peut-on utiliser le même four pour cuire du bassar et du halav ou est-ce obligatoire d'avoir deux fours? Voici la réponse du Rav David Twitou que j'ai légèrement accéléré. Mais juste avant ça, revenons à un point essentiel. Dans le judaïsme, il y a des situations qui changent selon la définition de l'Echatrila ou Bedi Avad. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure des questions qui nous sont posées par le biais de WhatsApp,
il y a cette question de l'Echatchila Bediavad. Qu'est-ce que c'est l'Echatchila? Faire avec intention. Ça veut dire que j'ai le droit de le faire en toute connaissance de cause. Bediavad, c'est ou cas de force majeure, ou tout simplement, Beshogeg, j'ai pas fait exprès, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on me pose la question, je sais pas, j'ai entendu qu'on pouvait utiliser le tanour, le four, pour le lait et la viande. Adavar, l'onachon. Un four, je reviens sur ce vieux dossier, doit être ou halavi ou basari. Si je veux le rendre de basari à halavi, de viande à lait, dans ce cas-là, je ferai les mêmes principes qu'on a l'habitude d'expliquer pour Pessah, de le nettoyer parfaitement, y compris les filtres, de le laisser ensuite pendant 24 heures sans utilisation et le mettre à tourner avec des produits détergents à l'intérieur au maximum de sa température pendant une demi-heure au minimum. Ainsi donc, je pourrais changer le profil de ce tanour. Mais utiliser, bien sûr, les plateaux, en général, ne sont pas cachérisables, parce que c'est du liboun, comme c'est pour Pessah. Donc il est bon d'avoir des plateaux qui seraient dans ce cas-là pour le bassar une fois pour toutes, et pour le halab, pour le lait, la viande. Mais, parce que les gens me disent, ah ben non, mais moi, j'ai cuit de la viande, et puis après du poulet, et puis après j'ai mis, qu'est-ce qu'on m'a dit, une pizza. Je me disais, ah, ah bon, mais pourtant, Bédia Vad, a posteriori, en traduction littérale, si, par erreur, j'ai oublié, il y a eu 24 heures d'écoulées, que mon four était parfaitement propre, malgré tout, on tomberait dans ce qu'on appelle noten tam nidgam. C'est-à-dire que c'est le goût qui passe à l'intérieur même de la pizza, il est déjà falsifié, on ne le sent pas. On peut comprendre. Ah ben l'Echatchila, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire mon four est propre, il a servi pour la viande, et maintenant je vais mettre du laitage. Ça marche? Non. On ne peut pas faire ce genre de choses. Par contre, on peut mettre, s'il est parfaitement nettoyé, du parvé à l'intérieur. Comme le pain en général qu'on a l'habitude de mettre halot de Shabbat. Même si Bémet, il est préférable d'attendre 24 heures, ça, je modifie les molécules, en d'autres termes, la qualité du lait ou de la viande s'annule à l'intérieur. La reine, Achitov, et c'est pareil pour les micro-ondes. Baruch Hashem, aujourd'hui ça coûte rien, il y en a des petits, d'avoir un micro-ondes lait, un micro-ondes viande, un tanour, un four pour le lait et un four pour la viande. Ainsi donc on a réglé tous les problèmes. Ça coûte 299 shekels n'importe où, même 290 shekels, petit. Tu l'utilises, tu es définitivement tranquille. Quand on entend ce genre de réponse, on ne peut que penser, waouh, c'est ça le judaïsme? C'est quoi cette religion si compliquée? Il y a tellement de détails. Donc chez eux, ils doivent même penser à automatiquement avoir 2 fours pour éviter des mélanges de vapeur. Mais est-ce que tout le monde dans les générations antérieures possédait 2 fours? Ce genre de réponse fait partie des raisons pour lesquelles beaucoup quittent la religion ou la regardent avec scepticisme. Cela crée une forme de névrose. En outre, il présente la réponse en public d'une manière qui laisse entendre que c'est seulement en faisant comme lui l'explique qu'on accomplit la halakha, alors qu'en réalité, différentes options existent. Et vous voyez la confusion dont je parlais dans l'introduction, puisque la femme a soumis la question au Rav Tuitou après avoir entendu ailleurs qu'utiliser le même four pour le bassar et le halav était autorisé. Et lui répond que c'est incorrect. Or, d'après d'autres avis que le sien, c'est bel et bien autorisé. S'il s'agit d'une question privée, d'une personne de la même communauté, rite ou localité, on peut répondre avec une réponse à sens unique. Mais cela ne peut pas se faire lorsque la réponse est destinée au grand public. Là, on est obligé de nuancer et présenter les différentes perspectives. Pour la question qui nous intéresse, il existe, du point de vue halakhique, 4 réponses possibles. Et pour comprendre ces différentes réponses, il faut comprendre sur quelle base les possérim ont divergé. Il existe 2 principes qui sont la cause des divergences. Reha et Zéa, c'est-à-dire respectivement l'odeur et la vapeur. En d'autres mots, lorsqu'on utilise le même four pour cuire du bassari et du halavi, l'odeur et la vapeur, Reha et Zéa, qui vont passer d'un type d'aliment à l'autre, doivent-elles être prises en compte? Certains possérim ont estimé que oui, et interdisent donc d'utiliser le même four, et d'autres ont considéré que non, et ont autorisé soit l'Echatechila ou Bevi'avad d'user du même four. Dans une autre vidéo, Be'ezras Hashem Isbarach, si ce sujet vous intéresse, je pourrais vous donner davantage de détails sur les sources talmudiques de ces mahlokof, et vers quel camp les principaux rishonim penchaient. Mais, pour faire bref ici, ces 2 mahlokof ont donné naissance à 4 positions halakhiques que je vais résumer ici. Et tous les possérim modernes penchent dans l'un de ces 4 camps. Selon l'avis du Aruch HaShulchan,
il est permis de cuire successivement du lait et de la viande dans le même four, à condition que celui-ci soit propre. Autrement dit, la propreté du four élimine le problème de réha, et le fait que le four soit ventilé et qu'on ne cuisine pas dans des espaces confinés élimine celui de zéa. Le Rav Hershel Schachter répond régulièrement à ceux qui l'interrogent qu'ils peuvent adopter cette approche. Il explique que le problème de zéa ne concerne que la vapeur épaisse, une affirmation corroborée par le Biur Agra à la référence que je mets à votre écran. Le Rav Schachter conseille toutefois d'attendre que le four refroidisse après la cuisson de produits laitiers avant d'y cuire de la viande et inversement, conformément à ce que l'on voit dans le Talmud, dans la Maserhet Pesachim Odaf 26b. Donc, d'après cette première approche, même l'Echa Techila s'est autorisé d'utiliser le même four pour le Bassari et le Halavi, sans devoir attendre 24 heures entre les deux, dès lors que le four est propre, que les espaces de cuisine sont ventilés et qu'on a attendu que le four se soit refroidi entre les deux. Bien que le Rav Lichtenstein, qui pour rappel est né en France, autorisé à manger dans une maison où l'avis du Aruch HaShulchan était suivi, il recommandait d'adopter une norme plus stricte. Il suggérait soit d'attendre 24 heures entre la cuisson du lait et de la viande dans le même four, comme ce que recommande le Rav Tuitou, soit de cachériser le four entre deux cuissons de lait et de viande dans un délai de 24 heures. Là encore, comme en a parlé le Rav Tuitou. La cachérisation du four à cet effet consiste à le nettoyer et à le laisser fonctionner pendant 1 heure à sa température maximale. Le Rav Moshe Feinstein, dans ses Igeroth Moshe, la référence que vous avez à l'écran, indique qu'il est possible de cuire du lait et de la viande consécutivement dans un même four sans même attendre 24 heures entre les deux, si l'un des récipients contenant le lait ou la viande est couvert. Puisque forcément, le fait que l'un des deux ait été couvert au moment de sa cuisson dans le four empêche que l'odeur et la vapeur ne se posent sur l'autre type d'aliment. Ceci est basé sur le Rama dans son commentaire sur la partie Yoreh De'a, le Siman 92, le Seif numéro 8, qui stipule que la Zé'a ne constitue pas un problème si un récipient recouvre l'un des aliments. De plus, le Rav Moshe Feinstein tranche qu'il faut se préoccuper de la Zé'a émise par les aliments solides uniquement si l'on en a conscience. En d'autres mots, uniquement si on voit véritablement de ses yeux l'un des aliments émettre de la vapeur. Et enfin, le Rav Feivel Cohen, ainsi que le Helkaf Yaakov et le Minhas Yitzhak, insistent fortement sur l'acquisition de 2 fours distincts, l'un pour le lait et l'autre pour la viande. Ils estiment que l'utilisation du lait et de la viande dans un même four soulève de nombreuses questions halakhiques et qu'il convient de déployer des efforts considérables pour les éviter. De plus, le Rav Cohen tranche qu'il faut disposer de grilles séparées pour le lait et la viande, tant pour le four que pour la plaque de cuisson. Quant à lui, le Rav Moshe Feinstein, dans la Teshuvah précédemment mentionnée, soutenait pleinement la pratique généralement acceptée d'utiliser un seul jeu de grilles pour le lait et la viande. Le Rav Moshe Feinstein était d'avis que c'est seulement pour Pessah qu'il convient de changer les grilles du four. En conclusion, nous avons constaté qu'il existe de nombreuses approches différentes concernant la cuisson successive du lait et de la viande dans un même four. 2 de ces opinions étaient plutôt indulgentes et les 2 autres étaient plutôt strictes. Ces opinions reflètent les diverses interprétations du champ d'application du principe de Zé'a. Par conséquent, je vous conseille de ne consulter qu'un expert en halakha de votre localité ou qui fait partie de la même tendance que vous afin de déterminer quel protocole adopter les ma'aseh et pas juste de poser la question à n'importe quel rave qui vous donnera une réponse à sens unique qui, en réalité, pourrait ne pas refléter la pratique de votre localité, s'il y en a une, ou la pratique de la communauté ou du rite auquel vous vous affiliez. C'est pourquoi, dans la plupart des cours que je fais, je vous donne les différentes options qui existent, car j'ai pleinement conscience que je ne suis pas regardé que par des rambamistes ni que par des séfaradim.
On ne peut pas répondre à des questions du grand public et faire comme si sa façon de voir les choses était la seule. Ce n'est pas adapté à nos sociétés mondialisées et métissées. Kol Tov, Hazak, Ovarour, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shavua Tov.